Pascal Boucher, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes tombé dans la grâce dès votre plus jeune âge? La grâce, c'est un grand nom. Je ne suis pas si gracieux que ça. Mais oui, j'ai eu de la chance parce que j'ai des parents qui étaient dans le domaine. Hein, voilà. Donc mon père, lui, travaille en géobiologie et ma mère était prof de yoga. Donc voilà. Donc très jeune, j'ai eu un engouement mystique, on va dire, voilà, hein, pour déjà les sciences orientales, l'ésotérisme oriental. Et puis c'est plus tard, j'ai découvert le chamanisme vers les 15-16 ans. Et plus tard, je me suis mis à l'alchimie, mais j'avais déjà travaillé sur l'astrologie, le tarot, la kabbale. Et en travaillant sur la mythologie, par exemple sur les contes du Graal, j'ai vu qu'il me manquait quelque chose, et c'est là que j'ai découvert l'alchimie, qui fut ma principale passion. Parallèlement à cela, j'ai suivi énormément de formations en magnétisme énergétique, parce que j'ai du magnétisme naturel, mais le problème, c'est qu'il faut apprendre à le maîtriser. Voilà, donc j'ai fait ces formations-là. Ce qui veut dire que vous avez suivi un chemin spirituel? Oui, complètement. Mais c'est plus par passion. Pour moi, la spiritualité est une passion. Voilà. C'est pour ça que des fois, je suis un peu triste de voir dans le milieu spirituel quand il y a des choses qui ressemblent plutôt à du devoir, à ce qu'il est bien de faire, ce qu'il faut faire, ce que l'on doit faire. Or, pour moi, je pars du principe que toute science qui touche à la spiritualité, que ce soit occidentale, à travers, en effet, l'alchimie, hein, qui est ma passion principale, l'astrologie, ou que ce soit d'autres sciences orientales, le chamanisme, doit être d'abord une voie du cœur, une voie de désir, une voie de plaisir. Voilà. On est dans une société qui manque un peu de spiritualité. Oui, en Occident essentiellement. Ça a été un peu faut dire, voilà, on a été très longtemps sous le dogme et le joug d'une église, donc qui est une spiritualité, mais qui s'est un petit peu, comment dire ça, qui s'est ritualisée, qui est devenue un outil de pouvoir, et donc il y a eu des abus avec, tout ce que l'on connaît, des superstitions, etc. Donc il a fallu que la science reprenne son pouvoir, et du coup, donc des années des Lumières, la science rationaliste a éjecté, mais du coup il y a eu un balancement un petit peu excessif, c'est-à-dire que on est dans une autre forme, on a été pendant longtemps dans une autre forme, je dirais, de superstition, c'est-à-dire un rationalisme exacerbé avec pratiquement dogmatique. Bon, maintenant on en revient quand même. Hein. On est quand même à une période d'ouverture. Moi, je trouve qu'il y a, quand je vois ces salons, par exemple, je vois qu'il y a une ouverture de plus en plus de personnes vers tout ce qui touche l'ésotérisme, parce que nous prenons en compte, c'est ça qui est bien maintenant avec cette réconciliation, et c'est ça que je mets avec l'alchimie, qui est un mariage entre le côté scientifique et le côté spirituel. Et nous sommes des êtres globaux. Nous sommes en même temps des êtres très concrets dans un monde très rationnel, matériel, avec des lois, etc., avec des règles physiques, scientifiques, et en même temps nous sommes aussi des êtres spirituels, nous sommes aussi des esprits. On ne peut pas se couper comme ça éternellement en deux, tantôt être complètement religieux et tantôt être complètement rationnel, mécanique. Pourtant, on a l'impression qu'on revient à certains conservatrices. Il y a quelque chose quand même qui est en train de changer là, dans notre société. Oui, alors c'est toujours comme ça. Hein. Comme on dit souvent, les derniers sursauts de la bête avant de mourir sont les plus violents. Donc cette forme de conservatisme, c'est justement parce qu'on arrive à une ouverture qui est très grande. Et donc, des fois, au départ, c'est pas toujours d'une manière bonne et positive, mais il y a des excès et il y a donc des peurs. Et donc, souvent, les réactions de protection sont souvent un retour en arrière. L'ennui, c'est que je pense que nous sommes dans un cycle qui nous dépasse, nous, notre petite volonté humaine, et que nous avons des cycles cosmiques de changement, un petit peu comme des saisons, mais alors les saisons là sur des milliers d'années, des cycles donc, et ça ne sert absolument à rien de se réfugier comme ça. Évidemment, c'est un instinct de survie, donc on est dans des états de conservatisme comme ça, réactionnaires, mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce que ce courant est là très puissant. Donc je crois même que ça va être pire si on continue à se retourner dans le passé. Donc vous êtes optimiste, hein? Oui, je suis optimiste, mais j'ai un œil quand même plutôt alchimique dans les choses. C'est-à-dire, je pense qu'il y a... Alors, l'alchimie que j'aborde, que j'enseigne, c'est celle que je travaillais sur les textes anciens, classiques, et pour moi, l'alchimie vient des écoles antiques, de l'Antiquité, donc des mystères, soit égyptiens, grecs. On enseignait les mystères des transmutations, donc les mystères des métamorphoses de l'âme.
Et cette loi des changements, les alchimistes se sont aperçus que tout dans l'univers évoluait et que donc il devait en être pareil en nous-mêmes. Or, en nous-mêmes, c'est pas toujours évident. Nous sommes toujours un peu pareils. Nous avons une habitude de voir les choses d'une manière fixe, figée, immuable. Et donc, l'art des transmutations nous permet d'aborder cette évolution et de l'intégrer en nous-mêmes d'une manière harmonieuse. Et c'est ce qui se fait sur l'individu seul, se fait aussi sur le plan collectif, également avec des échelles de temps beaucoup plus immenses. Et donc, je vois que nous voyons actuellement des protocoles. Nous sommes à la fin de ce que les hermétistes et alchimistes appelaient l'âge de fer. On retrouvera ça d'ailleurs chez les hindous avec la Kali Yuga, qui est la 4e âge de la descente de l'âme dans la matière, de son incarnation, de sa cristallisation. Et nous sommes arrivés à la fin de l'âge de fer. C'est-à-dire qu'on va bientôt revenir sur l'âge d'or, qui s'annonce d'ailleurs avec les astrologues, avec l'entrée dans l'ère du Verseau. Et ce changement se fait comme dans tous les protocoles alchimiques. L'alchimique part du principe que toute évolution, toute transmutation démarre d'abord sur la première œuvre, qu'on appelle l'œuvre noire en alchimie, qu'on appelle la dissolution. Donc au départ, ce sont des œuvres, on va détruire par exemple les vieilles choses pour faire venir les nouvelles, on va détruire les illusions, par exemple pour accéder à la vérité, il faut renoncer déjà aux illusions. Donc c'est la première œuvre qu'on appelle l'œuvre noire, qui sont les dissolutions, et c'est exactement ce qui se passe dans notre société. Donc c'est la dissolution de toutes les vieilles valeurs, alors ces vieilles valeurs qui étaient très bien à une époque, parce que c'était comme ça dans le style d'évolution de l'être humain. Alors les clans, les familles, les patries, les machins, les tribus, voilà, tout le monde, chacun se défendait avec ce développement de l'ego, etc. Mais on arrivait au stade ultime maintenant. Il faut passer à une universalisation de l'être humain, de l'âme, de la spiritualisation. On est d'abord des êtres humains. Et donc, on arrive au départ des grandes dissolutions. Et donc, c'est ce qui se passe. Les mœurs se dissolvent, les vieilles valeurs s'écroulent, même la science est complètement devenue un peu corrompue pour des intérêts très scientifiques, etc. On voit tout se dissout, tout se corrompre. Et en même temps, les gens deviennent fous, hein. Et en même temps, on voit des lumières qui commencent à remonter à la surface. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture d'esprit au spirituel. Il y a des gens qui s'intéressent. Moi, il y a... Dans les années 80, 84, si je parlais d'alchimie, on me regardait comme un fou, quoi. Maintenant, je peux en parler, même dans un bar, les gens viennent me voir, ah, c'est quoi l'ésotérisme, le chamanisme? Donc, il y a une ouverture de conscience, il y a une universalité des choses qui commence à s'ouvrir. Et comme disaient les alchimistes, au départ de l'œuvre, on dissout, il y a les fumées toxiques, vénénum, qui s'échappent comme ça, et il ne faut pas perdre son sang-froid. Il ne faut pas respirer ces fumées toxiques. Alors, c'est intéressant parce que les gaz correspondent au plan mental, donc on peut dire que c'est des idées qui rendent des courants de folie qui sont en train de se passer en ce moment. Et c'est normal, mais il faut pas les respirer. Il faut pas adhérer à ces idéologies délirantes comme ça, qui sont des phénomènes de peur, du passé qui veut résister. Et laisser passer, et pendant ces dissolutions, en profiter pour faire périr ce qui est en nous-mêmes, en chacun de nous, est de l'ordre des conflits, des maladies, des vieilles choses qui nous sont pénibles, qui nous empêchent d'être heureux, de nous épanouir. Arriver à se servir de ces forces de dissolution pour éliminer les vieilles feuilles mortes, les vieilles écorces, et pour pouvoir renaître au printemps. Et c'est ce qu'on voit, en ce moment, on est vraiment à cheval. Moi, je vois qu'il y a une ouverture de conscience extraordinaire au niveau de la spiritualité, au niveau de la philosophie. Il y a de belles lumières qui ressortent. Des choses, des connaissances qui avant, il faut le savoir, étaient réservées à une élite, ce qu'on appelle les écoles des mystères. Et donc, c'était vraiment, les gens juraient sur leur vie de ne jamais révéler ce qui leur était enseigné. Et maintenant, c'est ouvert au grand public. Tout le monde peut avoir accès sur Internet. Alors, évidemment, c'est un peu mélangé avec du tout n'importe quoi, avec du complotisme, de la parano, des machins. Mais il y a des vérités qui étaient là où les gens étaient prêts à payer de leur vie pour y accéder. Elles arrivent maintenant, elles montent à la surface. Alors, vulgairement, qu'est-ce que c'est que l'alchimie? Alors, l'alchimie, vulgairement, la base, en un mot, c'est l'art des transmutations. L'art des transmutations, c'est ce que je vous disais en fait, c'est l'art des métamorphoses. C'est comment arriver à évoluer harmonieusement pour passer de ce qui est négatif en nous. On n'est pas complètement négatif, mais on a des choses qui sont négatives, c'est normal, ça vient du passé, pour pouvoir se régénérer et pour aller vers le mieux, le plus parfait. D'ailleurs, les alchimistes, quand ils disaient qu'ils transmutaient le métaux, ils disaient qu'ils les perfectionnaient. Donc, quand les alchimistes considèrent, par exemple, tout ce qui est négatif, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est lié à la maladie, la mort, etc., ce sont des énergies immatures. Il faut les transmuter, les faire mûrir pour arriver à ce qu'on appelle le perfectionnement. Une autre phase de ce qu'on peut décrire de l'alchimie, qui est typique de l'alchimie, c'est vraiment transmuter le pire en meilleur.
Et c'est-à-dire, en fait, les alchimistes vont se servir, et ça, ils se distinguent de beaucoup de courants philosophiques et spirituels ou religieux, ils vont se servir des forces du mal, pour eux, ce sont des énergies qui sont justement la source avec laquelle on va faire le bien. Je sais pas comment vous dire ça. La meilleure image, c'est celle du sérum. Par exemple, le sérum que les biologistes vont vous élaborer pour vous soigner d'une morsure, d'une piqûre, sont élaborés justement à partir du venin qui vous a intoxiqué. Eh ben, c'est le même principe de base en alchimie. En alchimie, on va utiliser nos énergies négatives, ténébreuses, ces forces destructrices, on va les utiliser dans un but de régénération, un petit peu comme le jardinier va utiliser le fumier infect pour faire pousser les plus belles plantes. C'est tellement vrai d'ailleurs qu'il y a un traité d'alchimie qui s'appelle Traité d'agriculture céleste. Alors, mais concrètement, comment on arrive effectivement à se débarrasser de ce qui est négatif? Oh, alors les champs d'application en alchimie sont infinis. D'abord psychologique, philosophique, c'est beaucoup plus important qu'on ne le croit, parce que quand vous commencez à changer de point de vue, de regard, d'ailleurs le nom de la médecine universelle que donnaient les alchimistes avant, c'était lié à l'œil, on l'appelait le col. Ce regard, ce point de vue vous permet justement de ne plus être perpétuellement victime des événements, des obstacles, des choses négatives qui vous arrivent, mais à commencer à les répertorier, à voir dans votre laboratoire intérieur comment les utiliser. Comment les utiliser? Par exemple, pour l'alchimiste, il n'y a rien de négatif. Si vous avez des acides, des vitriols, eh ben, ils vont le mettre, ils vont s'en servir pour dissoudre tel métal. Eh ben, en nous-mêmes, on peut se servir de tous les obstacles pour justement apprendre comment, justement, avec le point de vue, arriver à s'adapter et adapter ces événements négatifs que nous avons pour apprendre à évoluer. Alors, l'alchimie, c'est aussi un mix, quelque part. Il y a le magnétisme dedans. Ça fonctionne avec ou... C'est pas spécialement un mix. Si vous voulez, l'alchimie, le fondement de l'alchimie, c'est pour ça que je donne des conférences, des cours, ce sont des fondements, c'est ce qu'on appelle la racine. Et une fois que vous avez compris ces principes philosophiques de l'art des transmutations, des protocoles, c'est très pointu sur le grand œuvre, l'œuvre noire, l'œuvre blanc. Mais vous voyez qu'on est tous faits fondamentalement pareil, et en racine, on est pareil, et on retrouve, c'est pour ça qu'on retrouve ces protocoles. Une fois qu'on les comprend, après vous avez les champs d'application sont infinis. Ils sont multiples. C'est-à-dire, moi j'ai connu des alchimistes, peuvent vous travailler même sur le plan matériel, donc ils vous font des élixirs, des choses comme ça. Mais vous avez des voies d'application en psychologie. Jung d'ailleurs avait travaillé là-dessus, et vous pouvez les travailler dans tous les plans. Je connais des yogis qui font de l'alchimie, donc j'ai des élèves qui viennent, quel que soit leur horizon, je dis gardez votre discipline. Parce que si votre truc c'est l'alimentation, votre truc c'est le yoga, votre truc c'est le kung-fu, les arts martiaux, vous allez voir que la racine profonde, quand vous retrouvez cette racine alchimique, elle peut s'appliquer dans tous les domaines. Ça va même plus loin. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc, je pense même que l'alchimie, radicalement à sa racine, c'est ce qu'on appelle, nous, en alchimie, la racine des sciences occultes. Et donc, finalement, toute science initiatique, quelle qu'elle soit, réellement initiatique, qui apporte un véritable changement en vous-même, pas seulement un changement intellectuel, eh bien, toutes disciplines réellement initiatiques ont un fondement alchimique. Alors, on parle aussi de lieux alchimiques. Oui, en fait, ces lieux alchimiques, ce sont en fait, ce qui s'est passé. Alors, soit ce sont les habitants de ces lieux qui ont commandé de bâtir ces lieux, et donc ont demandé à des maîtres imagiers d'y laisser des sculptures. Donc soit ce sont les habitants qui étaient eux-mêmes des alchimistes, voilà, tout simplement. Soit ce sont les maîtres imagiers, c'est-à-dire qu'on faisait une commande pour décorer une demeure et on demandait, un peu comme un architecte, de faire. Et là, le maître imagier, s'il était alchimiste, profitait. Donc il faisait évidemment des sculptures toujours très jolies. C'est pas écrit alchimie, on voit pas des cornues, on voit pas des choses comme ça. On voit pas des appareils à distiller. On voit des personnages, mais si c'était des maîtres imagiers alchimistes, ils en profitaient pour faire passer tout un enseignement sur le grand œuvre. Voilà, donc c'est le cas de certains monuments alchimiques. C'est ça que j'appelle des hauts lieux alchimiques. Alors, vous avez entre autres la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a des éléments alchimiques évidents, pratiquement toutes les cathédrales, Chartres, Reims, toutes. Et puis, vous avez des lieux typiquement que alchimiques, où il n'y a que des sculptures alchimiques dessus. Alors, à savoir Bourges, donc l'hôtel L'Allemand, le palais Jacques-Cœur. Vous avez à Dampierre-sur-Boutonne, alors qui est, je ne sais plus exactement, vers Niort, là-bas,
qui est un magnifique château avec des caissons uniquement alchimiques. Là, on voit que c'est des maîtres alchimistes qui ont commandé ces images. Voilà ce qu'il en est des hauts lieux alchimiques. Ce qui veut dire que quand on veut aller les visiter, il nous faut un guide un peu particulier. Oui, alors parce que c'est un langage, l'alchimie. C'est un langage particulier et c'est un langage qui, d'une part, ne s'adresse pas spécialement à notre intellect, on dirait. C'est un langage énigmatique, mais en fait, c'est un langage qui s'adresse à une autre partie de notre âme. Et c'est cette conscience-là que les alchimistes essayent d'atteindre. Alors, évidemment, ils donnent un support pour donner un os à ronger à l'intellect. Pendant ce temps-là, il ramène pas sa fraise, il fait pas, je dirais, il ne fait pas de censure, et l'information passe après au niveau du ressenti. Et c'est ça la particularité de l'alchimie. C'est un enseignement que tout le monde essaye d'aborder de manière intellectuelle, rationnelle, petit a, petit b, petit c, et tout le monde dit c'est trop compliqué, ferme-le. En fait, c'est pas le but. Même dans l'alchimie, dans les livres, si vous comprenez 10%, c'est déjà beau, parce que ces 10%-là vont toucher une autre partie de votre conscience. Et c'est cette partie-là que l'alchimie cherche à transformer, à faire évoluer, à faire épanouir. Voilà. Merci Pascal. Voilà, donc j'ai un site, www.alchimie.net, surtout net, voilà, pour voir toutes mes interventions. Voilà, vous pouvez voir. Je fais aussi des visites du jardin d'alchimiste là-bas à Égalière dans les Alpilles. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci à vous.